Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec, pour m'accompagner ce soir, la sémillante sémiologue Mariette Darigrand. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adéline. Et le non moins sémillant Olivier Ravanello. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Tout va bien ? Tout va bien. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir la flambée des prix de l'essence et le gouvernement qui envisage enfin un mécanisme. Il se réserve la possibilité de sortir un décret pour encadrer les marges des distributeurs de carburant. Une mini-mesure aux effets très incertains à la pompe. C'est ce que nous allons voir avec vous. Francis Pousse, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez la branche carburant de la Fédération Mobiliance. Vous représentez les stations-service hors grande distribution. Merci d'être là ce soir aux côtés de Grégory Carret. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. Et bonsoir Anthony Morlet-Lavidali. Vous êtes économiste chez Rexecode. Merci à vous aussi d'être là ce soir. Olivier Ravanello, quelle histoire allez-vous nous raconter ? Je vais vous raconter l'histoire de la première bataille qui a été gagnée par des robots sur des humains. Les robots étaient ukrainiens et les humains étaient russes. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, ensuite, place à la question qui fâche. On va parler ce soir de la proposition de loi de Caroline Yadan pour lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Le texte arrive en débat dans l'hémicycle demain. Il suscite depuis des semaines malaise et polémique. Est-il nécessaire, comme le disent ses défenseurs, ou dangereux, comme le disent ses contempteurs ? Eh bien, nous en débattrons tout à l'heure avec Anne Genetet, députée Ensemble pour la République des Français établis hors de France. Nicolas Turquois, député MoDem de la Vienne, sera là aussi, ainsi que Béatrice Bellet, la porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, députée de Martinique. Et Mariette, ce sera votre mot du jour également. Oui, antisémitisme, bien sûr, un mot qu'il faut redéfinir, dont il faut retracer l'histoire et puis comparer aussi avec l'antisionisme. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités ou nous faire part de vos réflexions. Vous flashez le QR code qui est là et c'est Olivier Ravanello qui compile vos messages et qui nous les transmet. Et puis il y aura aussi tout à l'heure Bourbon Express, bien sûr, le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier. Voilà pour le sommaire de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. Si l'on était un peu trivial, on dirait que c'est une histoire de caisse. Le gouvernement et ses caisses vides, les stations essence et leurs caisses enregistreuses qui se remplissent, et l'automobiliste avec sa caisse qu'il faut faire rouler avec un carburant dont le prix ne baisse pas. Sans oublier bien sûr la caisse à outils de l'exécutif pour amortir la hausse, une caisse pas bien remplie. En tout cas, il y a un nouvel outil qui est apparu hier soir, un décret pour encadrer les marges des distributeurs de carburant. Et je vous l'accorde, c'est une toute petite musique, c'est pas la grosse caisse. 2 minutes pour comprendre avec Martin Bornet. Face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement envisage de plafonner les marges des distributeurs. Mais attention, il n'y aura pas de blocage des prix. Concrètement, les tarifs continueront de dépendre du marché mondial, mais la part de profit des distributeurs serait limitée. Prenons l'exemple d'un litre d'essence à 2 €. Les taxes représentent 60% du prix, le coût du pétrole 30% et la marge du distributeur seulement 10%. Cette mesure du gouvernement agirait uniquement sur ces 10% de marge. Autrement dit, le prix du litre pourrait baisser de quelques centimes seulement. L'idée du Premier ministre, empêcher les distributeurs d'augmenter leurs marges en période de crise. Elles sont déjà très faibles, pour eux le problème est ailleurs. Quand il y a un moment de tension comme celui-là, tout le monde se compare au quotidien et veut avoir le prix le plus bas pour ne pas perdre ses clients. Donc on gagne souvent encore moins dans ces phases-là. Donc le sujet n'est pas chez nous et chez les raffineurs. Je vous rappelle que dans la chaîne de production, il y a aussi des raffineurs. Les seuls qui vont être contrôlés, ce seront les distributeurs. Et la réalité, c'est que nos marges, qui étaient à 3-4 centimes il y a quelques mois, janvier-février, sont beaucoup moindres aujourd'hui. C'est devenu plus que jamais un produit d'appel. Pour lutter contre l'augmentation des prix à la pompe, l'Italie a choisi d'appliquer une ristourne de 25 centimes d'euros par litre. L'Espagne, elle, de réduire le taux de TVA pour les produits pétroliers. Le gouvernement français refuse pour l'heure d'envisager de telles mesures. Alors Francis Pousse, vous êtes régulièrement reçu à Bercy depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. D'abord, est-ce que vous saviez que le gouvernement préparait ce décret ? On avait des
des petites infos, des petits bruits, mais je suis d'autant plus étonné qu'à la dernière grand-messe de Bercy, la semaine dernière, jeudi, on n'en a pas entendu parler de ce projet de décret, mais surtout, on a reçu un satisfecit de la part des 3 ministres en nous disant c'est bien, on a regardé vos marges. Je ne parle pas de l'affichage, je parle bien des marges. On a constaté qu'il n'y avait pas eu d'abus, exactement. Et la réunion s'est terminée comme ça, entre autres sujets. Et d'un seul coup, là, hier, on est à l'état de projet de décret, pour l'instant, que l'on a reçu d'ailleurs par nos interprofessionnels, même pas directement, alors que nos adresses mail, on les a pour nous convoquer à Bercy. Et donc, surprise, de voir arriver ce projet de décret d'encadrement du prix, plus précisément. C'est-à-dire que... Mais ce n'est pas un plafonnement, comme ça a pu être dit, c'est un encadrement. Ce n'est pas un plafonnement, vous l'avez dit dans votre sujet. De toute façon, un plafonnement serait impossible parce que de l'autre côté, en dehors de nos frontières, les prix du carburant continuent à augmenter ou à baisser. Là, c'est un encadrement des prix via un système très compliqué qui prendrait en compte les cotations des 5 derniers jours des produits finis à Rotterdam, qui définit le prix d'habitude des carburants. Et chaque jour, le pompiste devra vérifier, en fonction de cette moyenne des 5 derniers jours, rajouter une marge que l'État a déjà contrôlée en amont et faire son prix de vente. C'est une vraie usine à gaz, et en particulier dans beaucoup de stations rurales qui n'ont pas le temps de faire ça, ça serait une catastrophe. Donc, que les choses soient bien claires, la mesure n'est pas prise, c'est un bouton sur lequel le gouvernement menace d'appuyer. J'ai l'impression que vous prenez assez mal le fait de ne pas avoir été consulté sur ce projet de décret, et que ça a été un peu fait dans votre dos, alors que vous avez, encore une fois, je le rappelle, été reçu à plusieurs reprises à Bercy. Pourquoi ne pas demander aux gens qui savent quand on prévoit quelque chose? Alors évidemment, c'est compliqué peut-être de nous mettre autour de la table. Peut-être on avait peur que tout de suite on dise non. Moi, je souhaite la transparence depuis le début et toujours sur ces fameux prix. Je rappelle qu'on est en bout de chaîne, exactement comme l'automobiliste. On subit les prix qui viennent en fait de l'extérieur et des taxes. Il aurait été quand même effectivement plus simple qu'on leur explique à l'avance que cette usine à gaz n'était pas possible. On peut imaginer des formules qui sécurisent tout le monde. Mais nous, de toute façon, ça fait déjà plus de 20 ou 30 ans qu'on a l'habitude d'encadrer nos marges parce que le marché français est le marché le plus concurrentiel d'Europe vis-à-vis de la position des grandes surfaces, 65% de part de marché. Et nous, notre marge, elle est fixe, celle qu'on s'applique au prix d'achat, quel que soit le prix du carburant, 1 euro, 2 euros. Donc on connaît déjà la mécanique et tous les acteurs n'ont pas intérêt à profiter de la situation. Anthony Morlet-Lavidali, quels sont les contours précis de ce décret? Il serait déclenché à quel niveau, à quel moment de la hausse? Mais c'est toute la problématique, c'est que c'est extraordinairement discrétionnaire. Je vais le dire très clairement, on est dans du populisme de bas étage quand on fait ça. Parce que la réalité, c'est que les distributeurs font pas des marges incroyables. Les raffineurs non plus. On a déjà du mal à maintenir des raffineries en France rentables. Quand on a un prix du brut mondial qui s'est envolé comme il l'a fait, on est importateur net de pétrole. Donc ça va forcément se répercuter sur les prix à la pompe. Ça serait illusoire de faire croire qu'il y aurait des mesures qu'on pourrait prendre qui feraient revenir le prix à la pompe au niveau de ce qu'il était avant le conflit au Moyen-Orient. Tout ce que l'on peut faire, et d'autres pays le font, c'est effectivement de baisser certaines taxes. Il faut se rappeler qu'on l'a fait en 2022. Le coût de la facture à la fin, 70 milliards d'euros au total, nous a coûté la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. On n'a plus les moyens de se payer ça. Donc il ne faut quand même pas tomber dans des solutions qui, au fond, on peut comprendre, peuvent plaire aux ménages. Mais la réalité, c'est que quand on est un pays importateur de pétrole, on subit ce qui se passe dans le reste du monde et on a très peu de marge de manœuvre pour, en réalité, alléger la facture du consommateur. Donc, oui, Olivier. On voit ce graphique. Vous pouvez nous dire les marges que prennent chacun des acteurs? Les raffineurs, on en parlait. C'est quoi à peu près la marge que prennent les raffineurs au final? Les raffineurs, ça dépend, parce qu'effectivement, actuellement, ça peut être éventuellement un tout petit peu plus élevé qu'à l'habitude, mais en France, actuellement, Total a beaucoup de raffineries. À peu près, j'en ai aucune idée. Le pourcentage, actuellement, j'aurais du mal à vous le donner. Mais ce qui est certain, c'est quand vous regardez les prix qu'on avait, notamment en fin d'année dernière, on avait des raffineries en France qui perdaient de l'argent. On se pose même la question aujourd'hui de délocaliser nos raffineries ailleurs, notamment aux Pays-Bas, où les infrastructures sont plus sophistiquées, plus rentables, parce que c'est pas rentable de le faire en France. Donc, il ne faudrait pas penser qu'il y a une espèce de manne financière absolument incroyable. Ça, c'est complètement faux. Il n'y a pas une grosse marge chez les distributeurs, il n'y a pas une grosse marge chez les raffineurs.
Elle est où la marge? Il reste quand même Comme 60%. disait Lavoisier, l'argent, il vient quelque part. Grégory Carré, il est où l'argent? Alors, il y a pas. Il est chez les producteurs de pétrole. C'est des systèmes de cotation aussi. Il y a un problème, c'est que ce sont des systèmes de cotation. Donc, le coût d'extraction du pétrole, il n'a pas explosé. Il y a effectivement des extracteurs qui n'arrivent plus à sortir leur pétrole parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Ceux qui le sortent arrivent à le vendre à un très très bon prix. Alors, arrivent sur ce marché-là des gens qui n'ont pas grand-chose à y faire, qui viennent spéculer, effectivement. Donc ça crée un effet de spéculation, donc ça se met à flamber. Alors la spéculation, ça se passe comment? Vous anticipez que c'est en train d'augmenter, le cours est en train d'augmenter, il va continuer d'augmenter, vous faites des micro-achats. Et vous achetez, vous revendez très vite, et ainsi de suite, et vous recommencez. Et chaque fois... Est-ce que c'est ça l'opération de trading faite par Total Energy au début de la guerre? C'est ce que fait... Total, et c'est ce que font plein d'acteurs, c'est ce que font les proches de certains présidents de certaines autres contrées. Voilà, ça joue dessus. Alors ça joue sur le prix du brut, et donc effectivement, on voit en ce moment le prix du brut qui augmente. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, le diesel, on est à peu près à 2,30 €, l'essence, on est à peu près à 2 €. 70 centimes, ça va être ce coût-là. Après, vous allez payer, alors on appelle ça les marges de raffineurs, mais ça passe encore par un nouveau marché de cotation qui est à Rotterdam. Donc de nouveau, il y a encore des acteurs qui viennent jouer, qui n'ont pas grand-chose à faire dans ce marché-là. Et oui. Et mais quand on entend la grande distribution qui dit qu'il faut aller chercher dans les poches des raffineurs, c'est pertinent? Oui, mais sauf que les raffineurs, ils sont dans des contrées exotiques. Ils sont ailleurs. Donc, effectivement, bon courage pour aller chercher effectivement l'argent qui est là. Aujourd'hui, il y en a un qui est très très bon. Si on regarde, nous on fait des classements des enseignes de distribution de carburant. Il y en a un qui est en ce moment en train de tirer son épingle du jeu, qui fait des très grands efforts sur ses marges de distribution, qui casse les prix. C'est celui qui a des files d'attente devant, c'est celui qui a des fois des pénuries. Bon, c'est Total. Et chez qui on ne viendra plus par hasard. Voilà. Bon, mais pour lui c'est très facile parce que ces marges, il les a constituées au moment de la vente du produit d'extraction et au moment aussi de la vente du produit de raffineur, s'il est raffineur, parce que effectivement le diesel, par exemple, on est obligé de l'importer, donc ça se négocie à Rotterdam. Et à Rotterdam, il y a effectivement des gens qui vont pouvoir, qui n'ont pas grand-chose à faire dessus, qui vont jouer sur les cours. Et c'est pour ça, par exemple, que le diesel est à 2,30 € et l'essence est à 2 €. Mais on est d'accord que cette mesure d'encadrement des marges, elle aura un effet de quoi, 1 ou 2 centimes? Elle vise à jouer sur ce qu'on appelle les marges de distributeurs. Je vais les défendre. Dans les marges de distributeurs, il y a aussi les certificats d'économie d'énergie. On va y venir. Qui représentent 15 centimes. Voilà. Donc, c'est pour ça, vous allez entendre des chiffres, des fois 20 centimes, des fois 25 centimes. Alors, il peut y avoir des petits... Les distributeurs peuvent jouer un petit peu. Ils vont jouer plutôt sur un effet de type fusée-plume. C'est-à-dire qu'on va anticiper un peu les hausses. C'est-à-dire que dès que la guerre en Iran a commencé, il n'y avait pas de cotation le dimanche, mais déjà certains commençaient à augmenter les prix, ceux qui mettaient à jour le dimanche. Ce n'est pas forcément les Francis Pousse n'a pas l'air trop d'accord avec vous. Et en tout cas, c'était... Le gazole avait pris il avait pris 2 fois plus de centimes le mardi, donc 2 jours après en système de cotation, que le brut. Et quand il y a eu quelques assouplissements, quelques baisses, ça a tardé à se voir. Mais voilà, donc je pense que les distributeurs jouent un peu sur ces délais fusée-plume, ça veut dire les prix augmentent très vite, comme une fusée, quand le pétrole s'apprécie. Et quand il y a des assouplissements, on va un peu tarder à vous remettre. Mais c'est Anthony Morel-Lavidali, c'est ça que les consommateurs aussi ont du mal à comprendre, c'est que la hausse prend toujours l'ascenseur, et puis alors la baisse, elle prend tranquillement l'escalier et on ne la voit pas à la pompe. En réalité, c'est assez peu vrai, parce que c'est tellement concurrentiel la distribution que si vous avez des prix beaucoup plus élevés que le voisin, en réalité, vous faites plus de volume. On voit bien tout le monde se rue chez Total parce que c'est moins cher. Donc celui qui décide de jouer justement un peu la montre ou le temps, en réalité finir par perdre sur les volumes. Et juste un point également, dans des moments de baisse de volume de consommation des carburants, les marges des distributeurs ont même tendance à diminuer un petit peu parce qu'au fond, ils ont des coûts fixes et comme ils ont moins de volume à la fin, ça a même tendance à écraser un petit peu les marges. Donc il ne faudrait pas penser qu'il y a un espèce de magot. Il y a un magot, mais il est hors de France. Donc en fait, on a un choc malheureusement négatif sur l'ensemble du revenu national. Donc il ne faut pas penser qu'il est logé chez une entreprise ou chez qui que ce soit en France. Francis Pousse, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, cette crise, elle est en train de déstabiliser considérablement votre secteur. Mobiliance, votre fédération, a publié une enquête qui montre cette déstabilisation. 5% des stations-service en France, indépendantes, ont carrément baissé le rideau ces derniers jours. Alors, temporairement, mais pourquoi? Pour être très précis, c'est 5% des sondés, parce que tout le monde ne nous répond pas, mais rien que ce chiffre-là suffit à attirer notre attention, parce que depuis 12 ans que j'ai l'honneur de gérer cette branche, et des crises, malheureusement, on en a vu régulièrement, c'est la première fois. Ça a commencé par un adhérent qui m'a appelé en disant « Moi, je vais fermer ma station temporairement,
Mes prix sont à l'époque 2,52, 2,54. Je ne peux pas le supporter. Mes clients ne peuvent pas supporter. Mais alors, expliquez-moi le mécanisme qui fait qu'il ne peut pas supporter ce prix. C'est pour son image de commerçant ? C'est le mal-être. Vous savez, quand vous êtes obligé d'afficher des prix, de passer à 2,20, à 2,30, à 2,40, ça fait mal au cœur. Mais on n'a pas le choix, puisqu'on l'a dit, nos marges sont très contraintes. Donc, et vous savez qu'à partir de ce moment-là, vous avez des chances quand même, malheureusement, d'en vendre de moins en moins. Surtout quand il y a eu quelques retournements, comme on a eu le mois dernier, de prix. Les prix baissent. Donc, une station, souvent, ce sont des stations accolées à un garage. Ça ne va pas forcément mettre en péril la vie de l'entreprise, mais par contre, en termes d'approvisionnement de carburant, là, ça pose un vrai problème. Et c'est vraiment un ras-le-bol. C'est ce qu'on voit dans notre profession depuis plusieurs années. Alors, après toutes les crises qu'on a vues, parce qu'aujourd'hui, pour en particulier les stations de zone rurale, vous savez, il faut s'accrocher pour vouloir continuer à distribuer du carburant. Et quand on vous montre du doigt, comme on nous a montré du doigt et en début de crise et quelque part à travers ce projet de décret, parce que les différents titres de la presse que j'ai pu voir, c'était quand même qui sont les profiteurs en nous montrant le décret. C'est ça, oui. Et vous l'avez dit vous-même, nos marges, elles sont ridicules. On se bat pour avoir un prix le mieux placé possible. Donc c'est particulièrement injuste. C'est ce que j'ai d'ailleurs pu rappeler ce matin au cabinet du Premier ministre. Parce que vous avez eu le cabinet du Premier ministre en ligne ? Vous lui avez dit votre colère ? J'ai exprimé mon incompréhension face à cette non-consultation en amont. Le fait que c'était un dispositif qui était vraiment très mal pensé, une usine à gaz. Et 3, qu'il fallait arrêter de stigmatiser les distributeurs que nous sommes. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Alors, effectivement, je pense qu'ils ont compris que la communication n'était pas très bonne. Sur le reste du décret, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer puisque c'est en discussion. Mais en tout cas, nos arguments ont été entendus. Et surtout, l'argument final, qui est que je suis persuadé que ça ne va rien redonner aux consommateurs. Donc si je vous écoute, puisque vous me dites que vos arguments ont été entendus... Il y a des termes très maladroits qui ont été prononcés de plafonnement. Non, il s'agit plutôt d'une mécanique qui vise à lisser les oscillations, que la répercussion ne se fasse pas aussi vite qu'elle n'a été faite, et vérifier que la répercussion des baisses se fasse. Mais effectivement, on joue sur quelques centimes, et il ne s'agit pas du tout de changer la formule globale. La formule globale fait que quand le baril arrive à 70 centimes par litre, ça se transforme en France à 2,30 € pour le diesel, 2 € pour l'essence. Et donc, ça ne va pas, les consommateurs, ça ne va pas pour eux limiter le montant de la facture, ça va juste changer un petit peu la forme de la courbe. Voilà. Alors, puisque chaque voix compte et que vous parlez des automobilistes, eh bien on va les entendre ce soir. Reportage à Savigny-sur-Orge en Essonne, signé Clément Perrault et Eva Billon. Chez les automobilistes, le constat est unanimement partagé. Le prix de l'essence devient difficilement supportable. 135,95 € pour un plein. C'est 40, 50 € de plus. Ça fait mal ? Ah oui, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Je fais pas le plein, c'est trop cher. Je mets 20 € par 20 € par 20 €. C'est à 3 €, on payera 3 €. On travaille, on est obligé de sortir, on est obligé d'utiliser la voiture. Mais c'est vrai que ça pèse beaucoup. Ici, l'annonce du gouvernement d'un possible plafonnement des marges des distributeurs ne rassure personne. Les distributeurs, non, ils gagnent rien du tout dans l'histoire. Ils gagnent rien. Donc plafonner leur prix va pas changer grand-chose. 1 centime pour nous, grand max. Grand max. Ça crée un autre problème en fait. Parce que le but du commerçant, c'est d'avoir des bénéfices. Si on limite les marges et qu'ils achètent l'essence encore plus chère, ça sert à quoi en fait pour de continuer à commercer en fait? Les clients de cette station sont nombreux à demander une mesure plus drastique, baisser les taxes perçues par l'État sur le carburant. C'est le point névralgique, c'est baisser les taxes carburant et revaloriser un petit peu le pouvoir d'achat des Français. Faire comme les autres pays, on enlève la TVA sur le carburant, ce serait l'idéal, surtout pour les entreprises. Si on pouvait baisser les prix déjà, ça nous arrange, ou au moins augmenter un peu les salaires. Plutôt qu'une colère, c'est une forme de résignation teintée de fatalisme qui semble gagner ses clients à l'heure de faire le plein. Grégory Carré, ils sont très lucides, les consommateurs. Ils sont très lucides, mais faut voir ce que l'équation exige d'efforts pour les consommateurs. Si quelqu'un qui roule beaucoup va mettre 1000 litres dans l'année, là, on est à 60 centimes de hausse en moyenne par litre
depuis un mois. Si ça dure sur la longue période, ça fait dire 600 € à trouver. Dans l'année, 600 €, les gens ne l'ont pas. Donc ça veut dire que ça va faire comme en 2022. Le ministre du budget, à la fin de l'année, il va dire « Ah, dis-donc, mes recettes de TVA, ça ne marche pas beaucoup par rapport à... » Déjà que ça ne marche jamais d'une année sur l'autre, mais là, il va y avoir un manque à gagner terrible. Donc c'est clair qu'on s'attend quand même à une forte compression de la consommation dans tous les autres pans de l'économie, sachant qu'en plus, on parle des carburants, mais il y a la vague d'après, le gaz qui va augmenter dès le mois prochain. Et puis sur les denrées alimentaires, il ne faut pas se faire d'illusions. Les agriculteurs disent qu'ils sont obligés de faire passer des coûts. Les industriels disent la même chose. Donc on craint très fort qu'on reparte sur un cycle inflationniste, y compris dans l'alimentaire, dans les mois à venir. Donc voilà, grosse inquiétude pour les consommateurs, assez compliquée. On en revient toujours sur la question de la TVA. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas perdre sur la TVA essence, il va le perdre sur d'autres TVA, sur d'autres produits. Est-ce qu'on est sûr qu'ils font le bon calcul ? Ça, je pense du point de vue du budget de l'État. Il commence déjà à annoncer, de toute façon, il commence à annoncer... Du point de vue du budget de l'État, est-ce que c'est le bon calcul ? Entre 1,70 et 2,20 €, on a un surplus de TVA de 8 centimes, puisque l'accise est fixe, donc il n'y a pas de gain supplémentaire. En revanche, si demain on vend moins de litres de carburant, parce que les gens le disent, vous allez perdre pour l'État 1 €, c'est-à-dire l'accise plus la TVA sur le produit final. Donc, au bout de quelques mois, pas sûr que sur les carburants, l'État soit réellement gagnant en réalité. Au global. Ah non, mais de toute façon, même sur le carburant, et après, je pense que les gens... Sur l'économie, vous l'avez dit vous-même, je pense que les recettes de TVA vont baisser, donc plus d'un côté, moins de l'autre, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Alors, les distributeurs ont proposé aujourd'hui de suspendre temporairement la collecte des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Ça représente quand même 15 à 20 centimes par litre sur le prix du carburant. Est-ce que c'est... Plus la TVA dessus. Plus la TVA dessus. Est-ce que c'est envisageable et est-ce que c'est efficace, Anthony ? Mais le problème, c'est que tout est envisageable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde y perd quand on a un choc pétrolier. C'est-à-dire les ménages s'appauvrissent parce que c'est un choc inflationniste, ça coûte plus cher. Les entreprises vont payer plus cher leurs intrants, les marges vont se compresser et l'État va y perdre sur les finances publiques parce que la réalité, c'est qu'il va récupérer probablement moins en recettes et il y a plus de dépenses, ne serait-ce que les charges d'intérêt. Donc tous les acteurs sont perdants. La question ensuite, c'est comment on fait pour se répartir une facture négative de la manière la moins injuste possible. Les C2E, ça peut aider à la marge, mais ça ne résout pas le problème de fond. Encore une fois, c'est cosmétique, ça va coûter très cher. Au passage, ça aide quand même normalement à la transition énergétique. Pourquoi ça va coûter très cher ? Et parce qu'à chaque fois, c'est un peu comme la TVA. C'est que dès que vous la baissez, a fortiori, si on revenait à 5% de TVA, dans les caisses de l'État, c'est un trou absolument massif. Alors ça dépend évidemment des alors, volumes. si je puis me permettre, précision, un abaissement de la TVA ne profiterait pas aux entreprises qui, elles, déduisent la TVA. Donc ça ne profiterait qu'aux consommateurs finaux. Je voudrais revenir vraiment à ces certificats d'économie d'énergie, parce qu'encore une fois, tous les patrons de la grande distribution ont écrit aujourd'hui au gouvernement pour dire, voilà, il y a une solution, c'est de suspendre temporairement la collecte de ces certificats d'économie d'énergie. Ils disent c'est 15 à 20 centimes par litre. Il y a une problématique de court terme et de moyen terme. L'objectif des certificats d'économie d'énergie, c'est d'électrifier l'économie. Oui, et on a bien vu que c'était le grand plan du gouvernement. Et la rénovation énergétique. Voilà, mais parce que l'électricité, on la produit nous-mêmes, le pétrole, on l'importe. Donc à moyen terme, de toute façon, qu'il s'agisse des mobilités ou de l'habitat, il va falloir électrifier. Maintenant, effectivement, en ce moment, vous avez une problématique de court terme, parce que les gens, quand les gens témoignent, ils vous disent « je fais des demi-pleins ». Je fais des demi-pleins, ça veut dire qu'on voit bien à quel point la situation est difficile. On est à 1 an de la présidentielle. Je pense qu'il n'y a pas... Il y a beaucoup de conversations qui tournent autour justement de cette question-là. Donc effectivement, on ne peut pas rester sourd, il va falloir entendre ça, surtout que les conséquences à très court terme sur l'économie, elles vont toucher tout le monde, tous les secteurs vont en pâtir, parce que les gens vont être obligés de procéder à des arbitrages, comme on l'a vu en 2022. Mais c'est vrai qu'à moyen terme, l'électrification de notre économie, c'est quelque chose à laquelle il faut arriver. Encore une fois, les automobilistes, ils ont des difficultés aujourd'hui, maintenant. Et donc, les C2E, ce n'est pas du tout une bonne option pour vous Les C2E, vous l'avez dit, ça a un mérite écologique. Ça permet de financer depuis l'an dernier et le leasing social, et donc peut-être les nouvelles 50 000 véhicules supplémentaires pour les gros rouleurs annoncés par le Premier ministre, et le bonus écologique. Ok, mais pardonnez-moi, je vais vous provoquer un peu, Francis Pousse, je commence à vous connaître, je sais que ça va vous agacer, mais au départ, les certificats d'économie d'énergie, ils sont censés être payés par les pollueurs. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée... 50% par le carburant, 50% par les autres énergies. Mais pourquoi est-ce qu'à l'arrivée, ça s'est retrouvé sur le prix d'un litre d'essence ? Parce que justement, c'était le but... Pourquoi vous l'avez répercuté sur les consommateurs ? Alors, c'est pas moi,
puisque moi j'achète un produit, on appelle en acquitté, c'est donc le metteur à la consommation qui les répercute. On invente une charge à une entreprise. Comment voulez-vous ne pas la répercuter? Sinon, vous cassez votre marge. Donc, ça a été le choix des metteurs à la consommation, c'est-à-dire les grossisis, qui ont... Charge, c'est une taxe. Alors non, le gouvernement ne veut pas qu'on l'appelle une taxe. Oui, mais bon. Dans l'esprit. Voilà, dans l'esprit. c'est ça. Et n'oublions pas que derrière, vous avez... on pourrait imaginer que les artisans du bâtiment soit vent debout contre une suspension, même temporaire, des C2E, puisque c'est ce qui... Ça finance MaPrimeRénov', entre autres. MaPrimeRénov', rénovation énergétique. Pompe à chaleur, etc. Donc, on oublie alors. Je pense que le législateur sait très bien ce qu'il fait. Quand il dit qu'il crée une taxe sur les assurances, ça se retrouve dans la cotisation. Enfin, voilà. Mais c'est plus facile de dire que c'est les assureurs qui vont payer, et au final, c'est effectivement l'assuré qui finit par payer. Oui, puis là, on parle de mesures techniques, mais au fond, c'est toujours la même chose. Qu'on parle de TVA, de C2E, de peu importe, on parle de faire un transfert de l'État vers les ménages, parce qu'à la fin, c'est quand même moins de recettes pour l'État et donc les ménages économiques. On n'a plus les moyens, enfin les finances publiques n'ont plus les moyens de délivrer un tel effort budgétaire. En 2022, sincèrement, on a dépensé beaucoup d'argent et ça n'a pas aidé à soutenir plus que ça l'économie. Quand on regarde nos voisins européens qui ont moins soutenu, ils n'ont pas connu finalement une croissance moins forte que la nôtre. Donc on a quand même appris de nos erreurs et on s'était juré la main sur le cœur de ne surtout plus recommencer. Et là, on recommence, alors qu'on est dans une situation beaucoup plus dégradée que nos voisins, à vouloir être mieux-disant. Je pense que c'est quand même une très mauvaise stratégie. C'est difficile, mais il faut tenir la ligne qui est celle du gouvernement, et pourtant Dieu sait que je ne suis pas toujours aligné avec, mais là elle est saine budgétairement. Il y a une autre proposition qui émane depuis aujourd'hui des Insoumis, elle est formulée par la députée Aurélie Trouvé, écoutez-la. 1 milliard de bénéfices par pure spéculation sur la flambée des prix. Total pousse à l'augmentation des prix, même s'il annonce des mesures cosmétiques de faux plafonnement dans ces stations. Tout ça nous fait dire qu'il est temps de nationaliser une partie des activités industrielles et pétrolières de Total, puisque l'énergie doit redevenir un bien stratégique placé sous la responsabilité publique. C'est à vous. C'est à qui? Juste en un mot, c'est invraisemblable comme proposition. Enfin, à la fin, on finit par se dire, on a déjà Total qui s'est quand même posé des questions sur où placer son siège social, parce que en France, on aime quand même mettre des bâtons dans les roues. Quand on parlait des raffineries, je pense que Total serait le premier à aimer conserver des raffineries en France, mais on a tellement de problèmes de réglementation que ça ne devient pas rentable de raffiner en France. Ça, c'est un vrai sujet. Si on commence à menacer assez sérieusement nos majors, sachant qu'en plus, c'est une des plus profitables et des mieux organisées de l'ensemble de celles qui existent sur la planète, on va finir par faire fuir nos grandes entreprises. Entre la surtaxe d'impôt sur les sociétés, là, l'idée de soit venir mettre une taxe sur les surprofits, et maintenant on parle de nationalisation, on ne se rend pas compte qu'à terme, c'est extraordinairement dangereux de proposer des mesures que je trouve... Et même avec une nationalisation, on se retrouve toujours avec un baril à extraire à l'autre côté du monde, on se retrouve toujours avec un cours du baril, une cotation à Rotterdam qui sera toujours la même. Ça ne change pas l'équation, ça c'est clair. Voilà. Mais moins de dividendes, vous diront les Insoumis. Oui, alors déjà, il faut quand même pouvoir racheter Total. Parce que nationaliser, ça ne veut pas dire un euro symbolique. Est-ce que l'État serait plus efficace que Total? Ça reste à prouver. Parce que la réalité, c'est que quand on veut nationaliser, est-ce que le public est toujours plus efficace que le privé? Dans ce type d'activité marchande, c'est rarement le cas. Débat, en effet. Bon, LFI et GDR, la gauche, à l'Assemblée nationale, qui demandent aussi aujourd'hui, ils vont déposer une proposition de loi pour obtenir un blocage pur et simple des prix. On en a déjà beaucoup parlé. Alors là, vous avez pénurie le lendemain matin. Pénurie assurée. Voilà. Puisque si vous décidez de bloquer à 1,80 €, le marché est à 2,20 d'un côté, 2,40 de l'autre pour le samplon, pour le gasoil. Personnellement, moi qui exploite une station-service, je ferme. Parce que le marché ne me permettra pas de vendre au prix imposé. Donc c'est une ineptie. Il va falloir bloquer pas mal de prix parce qu'il y a le gaz qui augmente, il y a le fuel qui augmente, il y a l'alimentaire qui risque d'être touché. On a beaucoup parlé de nos voisins européens, l'Italie avec sa ristourne de 25 centimes, l'Espagne qui a réduit de moitié le taux de TVA. L'Espagne, elle s'est fait rappeler à l'ordre aujourd'hui par la Commission européenne. Je ne sais pas si vous avez vu, la Commission européenne a critiqué la baisse de la TVA sur les carburants en Espagne parce qu'en fait, c'est une mesure qui est contraire au droit européen. Il y a une directive européenne qui date de 2006 qui fixe un cadre en fait pour la TVA et qui établit que le taux normal ne peut être inférieur à 15%. Est-ce que ce n'est pas un rappel utile aussi, notamment le Rassemblement national qui demande une baisse de la TVA? Est-ce que ce n'est pas aussi un rappel utile aujourd'hui de la Commission européenne de dire attention, c'est encadré et là l'Espagne va devoir se remettre dans les clous? La Pologne l'a déjà fait en 2022. La Pologne a refait aussi la baisse de la TVA. Elle a eu un rappel, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait eu beaucoup plus de sanctions.
Donc effectivement, il y a une règle qui est celle que vous venez de dire. Et dans le cas où certains partis français voudraient baisser la TVA, il faudrait d'abord avoir l'accord de Bruxelles. De Bruxelles. Quant à baisser l'accise... c'est fin de non-recevoir de Bruxelles. Voilà. Quant à baisser l'accise, c'est toujours possible, sauf qu'il faut passer devant un projet de loi de finances, en l'occurrence rectificatif. Ce qui est plus important que la TVA, on parle de 60-70 centimes. Et d'ailleurs, la Commission européenne recommande de privilégier une réduction des droits d'accise. Oui, mais alors, vous imaginez aller présenter un projet de loi rectificatif, là je suis à l'Assemblée. On retourne dans le budget. Au mois de juin. Anthony, au bout du compte, on se demande si le gouvernement a vraiment une stratégie. Vous disiez tout à l'heure, en fait, il faut tenir bon parce qu'on l'a vu en 2022, ça a coûté 70 milliards et on n'a absolument plus les moyens aujourd'hui. Mais est-ce que plus basiquement, il ne s'agit pas aujourd'hui de gagner du temps face à une crise qui va durer ? Mais la réalité, c'est que c'est un choc exogène et le gouvernement ne peut pas y faire grand-chose. Donc on lui demande d'avoir une stratégie de l'impossible. Parce qu'on est mal habitué ? Et parce que la réalité, c'est qu'on a quand même un peu fait croire qu'il y avait un pactole. Alors on ne sait pas où, de temps en temps il est chez les distributeurs, de temps en temps il est chez les raffineurs, mais il se baladerait en France quelque part et il suffirait de le trouver et d'aller le chercher. Sauf que c'est pas vrai. En fait, le pactole, il est du côté des producteurs et quand on a un choc pétrolier, malheureusement, on fait une grosse facture, nous les Français, à ceux auprès de qui on importe. Et donc malheureusement, il n'y a pas de solution magique. Olivier, une question téléspectateur ? Oui, une question qui est posée par Jean-Luc, qui pose une question toute simple. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Pourquoi le gasoil est aujourd'hui à 2,45 à peu près pour un baril à peu près à 100 ? Alors dit-il qu'en 2008, le gasoil était à 1,45 pour un baril bien plus haut et qui était à 147 ou 150. Alors, il faut, pour la première fois, cette crise nous a montré, nous a révélé au grand public qu'existait cette fameuse cotation Rotterdam, qui est l'étalon du prix européen du produit fini. On l'a bien vu dès le début de la crise. D'ailleurs, même avant le début de la crise, on était déjà arrivé à un samplon égal au gasoil. Alors que théoriquement, bénéficiant de 7 centimes hors taxe d'accise en moins, il devrait, comme il l'était auparavant, être moins cher. Cette cotation Rotterdam s'est envolée sur le gasoil tout simplement parce que on ne produit plus assez de gasoil sur le territoire européen, on en importe 50%. Donc quand vous avez une base de 50% qui est produite localement, mais une base de 50% que vous allez chercher partout ailleurs, et au fur et à mesure du mois de mars, il a fallu, j'allais dire, le chercher plus loin et plus cher, cette cotation du produit fini, qui bénéficie aussi malheureusement des effets d'investisseurs qui restent dans leur fauteuil à jouer pour gagner de l'argent, cette cotation gasoil s'est envolée. Et donc, on a 30 centimes de décalage. Et n'oublions pas... Si je comprends bien, elle a été désindexée du prix du baril, c'est ça ? Il n'y a jamais eu d'indexation automatique. C'est-à-dire que par ce besoin de gasoil, son coût sur le marché est devenu beaucoup plus important qu'avant. Et, alors, je n'ai pas la mémoire jusqu'à 2008, mais entre 2012 et 2020, ces 2 hausses d'accise, vous avez un bon 20 centimes de plus. Donc ça concerne... on revient toujours aux taxes. Oui, de toute façon, la majeure partie provient des taxes, et puis vous avez du TVA que vous payez en plus sur les taxes. Un dernier mot... Après, juste la problématique des cotations, on l'a aussi dans les matières premières agricoles. Au moment de la guerre en Ukraine, il y a des groupes d'investissement qui se sont fait des fortunes en spéculant sur le prix des céréales, parce qu'ils avaient anticipé que l'Ukraine et la Russie étaient des grands exportateurs de céréales. Juste d'un mot, Francis Pousse, puisque vous semblez avoir l'oreille de Matignon, un petit peu. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le gouvernement a quand même un atout dans sa manche qu'il pourra sortir si vraiment l'économie, au moment où l'économie sera le plus durement impactée, les économistes commencent à plutôt parler du mois de mai, je parle sous votre contrôle, Anthony. Alors, impacté, vous voulez dire sur le prix de l'essence ? Sur l'inflation en général, et donc se garder une dernière carte dans la manche à sortir plus tard, pas tout de suite. On n'est pas parti pour. Je rappelle que la mesure de 2022, 10 centimes, 15 centimes, 30 centimes, tout ça de mars à décembre, c'est 7,5 milliards. Donc si vous voulez la reproduire, il vous faut trouver 7,5 milliards que l'on n'a pas.
Mais peut-être que malgré tout, alors à moins qu'on puisse faire des économies subites, mais ça serait bien qu'on l'ait engagé depuis quelques années, peut-être que malgré tout, il faudra effectivement faire un geste parce que, espérons que le prix du carburant ne soit pas trop élevé. Pas de botte secrète, Grégory Carré. Non, mais en revanche, probablement que des mauvaises nouvelles, malheureusement, devant nous. Des prix qui risquent d'augmenter, une consommation qui risque de se compresser. Pour l'État, des recettes, du coup, qui seront probablement pas au rendez-vous. Elles ne le sont jamais, de toute façon. Mais en revanche, il faut peut-être effectivement trouver quand même une réponse aux consommateurs, parce que ça se crispe beaucoup dans les échos qu'on peut avoir. Ça commence à se crisper sérieusement. Ce qui n'est pas impossible, c'est des chèques énergie ciblés ex post pour les ménages qui ont été les plus exposés, éventuellement, d'une manière assez fine, raffinée, pour éviter que ça coûte trop cher. Ça, c'est envisageable. D'autant que tout ça arrive au moment où les feuilles d'impôt sur le revenu commencent à arriver aussi. Merci sincèrement à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Beaucoup de téléspectateurs s'interrogent sur le motif de la cravate ce soir de Francis Pousse. Ce ne sont pas des petites voitures, ce sont des petits chevaux, figurez-vous. Et c'est peut-être comme ça qu'on finira. Au moins, il n'y a pas besoin d'essence. Exactement. Mais il nous faudra du foin. Merci à tous les trois. À suivre, la question qui fâche. Peut-on lutter contre l'antisémitisme sans restreindre la liberté d'expression? Question soulevée par la proposition de loi Yadan qui est examinée à partir de demain à l'Assemblée nationale. On va en parler avec nos trois prochains invités. Mais avant cela, quelle histoire? Olivier Ravanello. Olivier, vous vouliez nous parler ce soir de la guerre en Ukraine qui se transforme à une vitesse prodigieuse en fait. On en a d'ailleurs parlé sur ce plateau, l'irruption des drones mais aussi des robots est en train de changer complètement le rapport de l'homme au combat. En fait, on entre dans l'ère Terminator. Oui, souvenez-vous, il y a 4 ans, au début de cette guerre, c'était une guerre où on a vu des lignes de front se figer, on a vu le retour des tranchées, on a vu le retour des obus, de l'artillerie, toute une façon de faire la guerre qui nous semblait d'un autre âge, presque de l'époque de la guerre de 14. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, apparemment, cette guerre est en train de devenir la plus révolutionnaire, la plus inédite dans l'histoire de l'humanité. C'est le président ukrainien Zelensky qui le dit. Pour la première fois dans l'histoire, une position ennemie a été prise exclusivement par des plateformes sans pilote. Les occupants se sont rendus et l'opération a été menée sans infanterie et sans perte de notre côté. Sans infanterie et avec des robots. Et donc Zelensky se transforme en VRP de ces robots. Il fait lui-même l'article, comme à son habitude, en tenue militaire la plus simple possible, avec une mise en scène qui ressemble quand même à un décor de télévision, on dirait un spub pour le secteur de l'armement, mais on est bien dans le monde réel. Il y a une chose à retenir dans son intervention qui a été extrêmement virale et vue par des millions de personnes, c'est cette phrase dans laquelle il ne fait pas tant la promotion de la technologie, plutôt de ses avantages. Écoutez. En 3 mois, nos systèmes robotisés terrestres ont mené plus de 22 000 missions sur le front. Autrement dit, plus de 22 000 vies ont été épargnées. Notez bien la différence. Là où la Russie envoie de la chair à canon aujourd'hui, comme hier, c'est toujours comme cela que la Russie a fait la guerre. Là où l'Ukraine, pendant des décennies, a été pris dans ce mouvement de l'Union soviétique durant la Deuxième Guerre mondiale, Zelensky est en train de dire « sortons de ce modèle militaire, faisons une guerre plus intelligente, plus pointue et surtout redonnons de l'importance à la vie humaine ». Ça n'empêche pas le patriotisme, ça n'empêche pas le nécessaire sacrifice à certains moments. Mais n'oublions pas qu'une vie humaine a de la valeur et si on peut la sauver et mettre des robots à la place, eh bien, faisons-le. Ce discours-là est en train de devenir extrêmement viral et de susciter une vague d'adhésion absolument inédite. Et c'est illustré par quantité de vidéos. Première vidéo, regardez, on est à la fin de l'an dernier, on voit circuler cette vidéo où on voit un robot tout seul. Il a tenu ce robot tête aux Russes pendant 45 jours pour finalement être détruit. Mais il a tenu sa position en étant téléguidé à distance. Il y a aussi des vidéos que l'on voit où les Russes se rendent à des robots. Regardez, ça dure quelques secondes, mais c'est assez frappant. Ils sortent les mains en l'air et face à eux, mais c'est un robot qui est téléguidé, qui les a fait prisonniers. Elle est incroyablement forte cette image. C'est la symbolique de la victoire de l'intelligence et de la technique sur la brutalité basique.
Autre vidéo, regardez, c'est un robot qui arrive sur une position avancée qui est très difficile d'accès par les lignes arrière. Ce robot arrive, il apporte des munitions, il apporte du matériel médical, mais surtout, regardez, il repart avec un blessé pour le ramener derrière les lignes ennemies. Et on va même encore plus loin avec une autre vidéo d'un robot qui vient aider un autre robot. Parce qu'il a été touché et qu'il est inutilisable. Et donc le robot va chercher l'autre robot et le ramène derrière. C'est plus il faut solder le soldat Ryan, c'est il faut sauver le robot Kovalenko. Ces robots endommagés aussi, on les retire évidemment pour éviter que les Russes ne les prennent et ne puissent les copier. Est-ce qu'il y a un message politique derrière ça? Oui, il y a sans doute un message politique qui est double. Le premier, c'est de dire qu'il y a une façon de faire la guerre qui va être une façon économique, économe en homme, et en gros de dire aux Russes, un peu comme l'ont démontré les Iraniens, on peut tenir longtemps. Et donc, la tactique de Poutine qui est au bout d'un moment ils vont céder, eh bien Zelensky est en train de lui dire non, en fait, on ne va pas céder tout de suite. Et puis surtout, quand bien même il aurait mis et perdu déjà 140 000 hommes, plus quantité de blessés qui reviennent du front et qu'il faut gérer, blessés physiques et psychologiques. Ce que démontre Zelensky, c'est qu'il est l'anti-Poutine. L'anti-Poutine dans sa façon de faire la guerre, l'anti-Poutine dans sa façon de diriger son pays en période de guerre, un pays qui, par cette guerre, démontre qu'il sort du bloc soviétique et qu'il est plus ouvert, plus horizontal dans ses prises de décision, plus technologique, plus smart. Et en fait, tout le paradoxe, c'est que Zelensky est en train de faire la démonstration qu'il est incroyablement plus humain en utilisant des robots. Incroyable. Merci Olivier. On passe à la question qui fâche. C'est un débat ultra sensible qui s'ouvre en principe demain à l'Assemblée nationale. Débat sur la proposition de loi de Caroline Yadan pour lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Le centre, la droite, mais aussi le RN et l'UDR voteront a priori en faveur du texte, même si de nombreux députés du bloc central partagent leurs doutes quant à une loi qui mettrait de l'huile sur le feu. Et nous en parlons ce soir avec vous, Anne Genetet. Bonsoir. Bonsoir. Députée EPR des Français établis hors de France. Merci d'être là aux côtés de Nicolas Turquois, député MoDem de la Vienne. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Béatrice Bellet. Bon. Vous êtes députée socialiste de Martinique et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci à tous les trois d'être là. C'est Stéphanie Despierres qui vous pose la question qui fâche ce soir. Dans la question qui fâche, une proposition de loi sur l'antisémitisme qui fracture l'Assemblée. Écrite par la députée Caroline Yadan, co-signée par une centaine de membres du centre et de la droite, elle veut lutter contre la résurgence de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Alors que les Juifs comptent pour moins de 1% de la population française, les agressions antisémites représentent désormais 57% de l'ensemble des agressions racistes et antireligieuses dans notre pays. L'antisémitisme, c'est pas un mot virtuel, c'est une réalité. Et cette réalité, c'est celle qu'ont vécue, par exemple, avant-hier, les étudiants de Nanterre, de la faculté de Nanterre. Vous aviez l'Union des étudiants juifs de France et l'association Golem, qui sont des syndicats de gauche juifs, qui ont été pris à partie au nom de salles sionistes, au nom de génocidaires. Mais cette loi Yadan fait face à une mobilisation tous azimuts. Une pétition qui dépasse les 700 000 signatures. 2 manifestations, dont une près de l'Assemblée hier, et des députés de gauche presque unanimes pour dénoncer une atteinte à la liberté d'expression. Caroline Yadan veut désormais sanctionner la provocation implicite au terrorisme et la minoration d'actes terroristes. Pour les socialistes, c'est trop flou. Soit on fait une provocation au terrorisme, soit on n'en fait pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire une provocation implicite au terrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire une minoration ou une banalisation d'un acte terroriste? Si je dis qu'il y a eu moins de morts au 7 octobre qu'à la Shoah, est-ce que c'est une forme de minoration du 7 octobre? Est-ce que je pourrais demain être condamné à cause de cette affirmation? L'autre point de crispation, c'est l'article 2. Il prévoit 5 ans de prison pour ceux qui appellent à la destruction d'un État reconnu par la France. Vous maintenez à l'ordre du jour la loi Yadan qui essentialise nos compatriotes juifs pour vous en prendre à ceux qui dénoncent un génocide plutôt qu'à ceux qui le commettent. Le vote de cette loi ne serait qu'un cadeau de plus au gouvernement suprémaciste de M. Netanyahou. Dans le texte de la proposition de loi, il n'y a jamais, Madame la députée, le mot Israël.
Je vous invite à voter un texte qui est un texte de protection vis-à-vis de nos compatriotes juifs. Nos compatriotes juifs s'interrogent sur leur avenir dans notre pays, dans leur pays. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans notre combat face à l'antisémitisme. Le Conseil d'État a jugé sévèrement la première version du texte. Celle qui arrive dans l'hémicycle demain a donc été largement remaniée. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. La loi Yadan porte-t-elle atteinte à la liberté d'expression ? Anne Genetet, d'abord sur la pétition non à la loi Yadan. Les députés de la commission des lois ont décidé cet après-midi de la classer parce que en fait, l'examen commence dans l'hémicycle demain. C'est un classement que vous approuvez ? Je crois qu'il faut comprendre, et merci de m'inviter, de parler de ce sujet extrêmement important. Ça a été rappelé dans la question qui fâche que nos compatriotes juifs aujourd'hui sont ceux qui portent le plus les faits anti-religieux et racistes contre eux, alors qu'ils représentent moins de 1% de la population française. Je pense que c'est important de le dire dans un contexte où les formes d'expression de l'antisémitisme ont fortement évolué, notamment depuis le 7 octobre. Cette pétition, elle m'interroge, ce volume, 700 000 signatures. Personnes qui l'ont signée, très bien, et qui donc peuvent demander qu'un débat ait lieu à l'Assemblée nationale. Et ça a été rejeté par la commission des lois pour une question que je comprends, puisqu'en ce moment, nous allons en débattre à partir de demain à l'Assemblée. Mais dans le même temps, sur ce débat qui doit avoir lieu à partir de demain, les mêmes groupes politiques qui ont appelé à la signature de cette pétition refusent le débat en présentant une motion de rejet. Il y a là une incohérence. Je crois que nous gagnerions tous à ce qu'il y ait un débat collectif. En même temps, les motions de rejet sont très à la mode en ce moment. Je m'interroge sur cette proposition de loi qui est extrêmement importante, qui vise à renforcer, qui est vraiment une loi de clarification républicaine et qui permet à la République française d'ajouter dans le droit ce qui lui manque aujourd'hui pour mieux protéger la communauté juive de France. Que fera le groupe socialiste, Béatrice Bellay ? Nous voterons contre, nous l'avons déjà annoncé et nous avons annoncé aussi le flou. Et le flou qui, d'ailleurs, perdure même là sur ce plateau quand j'entends ma collègue députée dire que nos compatriotes de confession juive sont les plus atteints par les faits religieux et racistes. Non, pour les racistes, en l'occurrence, c'est encore les afrodescendants qui sont le plus touchés par les faits racistes. Et nous avons été d'ailleurs peu nombreux à dénoncer l'attitude de la France et de l'Europe sur le refus d'adoption, en plus d'une motion portée à l'ONU sur justement les effets de la colonisation et de la traite négrière perdurant jusqu'à maintenant. En revanche, la femme, évidemment, martiniquaise que je suis, qui vit en plus sur un territoire insulaire, qui a des compatriotes, évidemment, en France hexagonale, de toutes origines, de tout phénotype, n'est absolument pas insensible aux faits, évidemment, de discrimination. Et la discrimination et les faits et les attaques religieuses qui sont faites à nos compatriotes juifs ne devraient pas faire, en effet, l'objet de telles divisions et d'une telle binarité dans notre façon de traiter ce sujet. Il est aujourd'hui très grave que cette fracture apparaisse naturellement sur les bancs de l'Assemblée. Si nous avions une recommandation au groupe socialiste, ce serait que nous nous remettions à l'ouvrage et que nous puissions écrire ensemble une loi transpartisane qui vienne justement, non pas seulement créer du droit, mais créer des outils de lutte contre les discriminations, contre les faits racistes, contre la parole raciste, dont on sait que peu s'émeuvent de ceux qu'elle donne aujourd'hui sur certains. Vous parlez de division, mais y compris au sein de votre groupe. Vous comprenez la position de Jérôme Guedj et de François Hollande qui font partie de votre groupe et qui voteront le texte ? Oui, je la comprends et je comprends aussi et j'apporte tout mon soutien à mon camarade et voisin Jérôme Guedj qui, par ailleurs, est menacé d'une manifestation devant sa permanence. Et c'est pour ça que je dis, attention, il ne faut pas qu'on pense que le droit permet des super actions. On a eu tendance, et on voit ce que ça donne aujourd'hui en France et en Europe, on a eu tendance à croire que la loi nous protégeait finalement des faits qui sont pourtant là, une augmentation des actes antisémites, une augmentation du racisme, une augmentation des discriminations à l'emploi, au logement, partout en France, et une augmentation d'ailleurs fulgurante de l'extrême droite et de la parole raciste
public. Bon, eh bien, est-ce que les lois vont nous protéger? Moi, je crois que l'éducation va nous protéger. Je crois définitivement. Je crois que les actions concrètes qui seront mises en place sur le terrain et peut-être même la discipline que nous aurons sur certains sujets nous protégeront de l'évolution de notre société Nicolas dans le sens où elle va. Les députés du groupe démocrate ont fait part, eux, de leurs réserves. Vous allez voter contre ou vous abstenir? Moi, à titre personnel, je vais voter contre et on est plusieurs à voter contre. Je crois que le combat contre l'antisémitisme est un combat majeur que la République doit mener, contre toutes les formes de discrimination d'ailleurs. Mais on a regardé le texte sur le fond. Alors, il y avait sa première version, il y a sa version après le Conseil d'État, mais il nous semble qu'elle est trop floue. Et sur des sujets comme ça, on ne peut pas se permettre d'avoir du flou. Le flou, il est sur quoi pour vous? Mais il est sur, quand on nous parle de la banalisation des propos, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand on nous parle des délits de destruction d'un État, quand, par exemple, j'ai porté plusieurs fois le fait qu'il faudrait deux États sur le territoire, un pour les Israéliens, un pour les Palestiniens. Est-ce que c'est une forme de destruction? Si j'appelle à dire que Israël a des droits sur les frontières telles qu'elles étaient définies en 1967. Est-ce que je remets en cause quelque part l'État d'Israël? Donc je trouve que l'objet, on le partage, mais l'instrument à travers cette proposition de loi ne nous semble pas correspondre à cet objet. Au contraire, même, je crois qu'il va fragiliser nos compatriotes de confession juive. Et comme le disait ma collègue, c'est plutôt sur des actions en termes d'éducation, en termes d'accompagnement des personnes qui sont victimes, en termes de surveillance des réseaux sociaux, parce qu'il y a des choses extrêmement graves qui circulent, que nous devons avoir une politique majeure en ce sens. Anne Genetet, vous entendez ces critiques qui émanent aussi bien du bloc central que de la gauche, mais aussi par exemple de l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, qui alerte sur les dangers du texte et notamment sur l'idée très floue de punir toute provocation implicite au terrorisme. Ces doutes qu'émettent beaucoup d'opposants au texte à cause de ce mot implicite. Marc Trévidic dit que ça risque de mener à des décisions arbitraires contre l'ensemble des citoyens. Va falloir que j'essaie de savoir ce qu'a voulu dire une personne. J'ai pas les moyens d'entrer dans le cerveau des gens, dit Marc Trévidic. Alors, d'abord, je voudrais rappeler que la loi nous protège quotidiennement, l'ensemble des textes de loi nous protègent et que même si j'accorde une grande importance des fonctions que j'ai occupées à l'éducation, la loi est indispensable et est là pour nous protéger. Ça, c'est vraiment un point que je voulais absolument rappeler. Ensuite, la loi actuelle, le texte a été revu par le Conseil d'État et il n'est pas sorti juste de l'imagination, de la tête ou d'une émotion de ma collègue Caroline Yadan. Il s'appuie notamment sur la jurisprudence existante et qui est très claire et qui justement aborde ce sujet de l'apologie du terrorisme qui pourrait être implicite. C'est déjà dans la jurisprudence, notamment de Cour de cassation. Donc il faut aussi reprendre les éléments de jurisprudence. Il y en a 3 des éléments de jurisprudence. Celui que je viens de citer, il y a également le fait que l'apologie peut porter sur les actes, ça c'est déjà dans le droit, mais également désormais sur les auteurs. Et c'est ça qu'on veut renforcer. Puis enfin, un élément qui dit, alors sur la minorisation ou la banalisation outrancière, il faut rajouter l'élément outrancier, sans quoi ça n'est pas juste. Donc ce sont ces 3 éléments de jurisprudence qui ont donc été prononcés et dits par des magistrats, par des gens compétents. Donc j'entends ce que dit le juge Trévidic, mais je crois qu'il faut en revenir au droit et à la jurisprudence existante. Lorsque vous employez à la fois le mot banalisation, de minorer certains actes, et on est dans un registre qui est relativement subjectif. Ça n'est pas une façon de renvoyer la décision à des juges et qui vont devoir juger en leur âme et conscience ce qui relève ou pas du terrorisme, ce qui relève ou pas d'une forme d'apologie. Est-ce que de dire qu'on soutient la lutte armée palestinienne, c'est déjà être dans une logique terroriste. Et au final, ce juge, il va se décider sur quoi? Sur sa connaissance géopolitique de la région, sur sa sensibilité. Est-ce que le principe de la loi, c'est pas qu'elle soit lisible par le commun des mortels? Vous posez une bonne question. S'il n'y avait pas eu des éléments de jurisprudence, et encore récemment, le 31 mars dernier, c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a souligné le fait que présenter sous un jour favorable les actes commis par le Hamas devaient être considérés
considéré comme l'apologie du terrorisme. Donc je crois que la jurisprudence doit nous y aider et j'imagine qu'elle, d'ailleurs au quotidien, le droit est dit aussi sur la base de la jurisprudence existante. Donc il n'y aurait pas eu cette jurisprudence, je rejoindrai votre questionnement. Je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, mais je considère que si des juges, donc des personnes compétentes, ont prononcé des avis qui valent jurisprudence aujourd'hui, je crois que c'est sur leur avis qu'il faut aussi... C'est les juges qui font la loi et ce ne sont plus les députés? Non, les députés, nous sommes là pour l'écrire la loi, mais sur la base d'une jurisprudence. Et nous, encore une fois, nous nous appuyons sur ce qui existe, sur ce que nous disent les juges qui pourrait manquer aujourd'hui dans le droit. Et au bout du compte, c'est bien pour renforcer la protection de nos concitoyens. Nous avons sur ce plateau une sémiologue qui interroge le sens des mots. C'est important de toujours revenir au sens des mots et justement, c'est votre mot du jour ce soir, Mariette. Vous vouliez revenir sur deux mots en réalité, antisionisme, antisémitisme. Absolument. Alors, on les réunit actuellement dans le débat, mais en fait, ils n'ont pas la même nature, je dirais, grammaticale. L'antisionisme peut être une opinion. On peut être antisioniste comme on est, je ne sais pas, anti-trumpiste. Alors que non, l'antisémitisme, c'est un délit. Voilà, il est puni. Alors déjà, il faut remarquer cette chose-là. Ils sont ensuite très différents du point de vue de leur histoire. L'antisionisme, évidemment, se réfère au sionisme, ce mouvement de la fin du 19e, Theodor Herzl, cet homme qui voulait que finalement les Juifs qui habitaient dans les pays européens et qui étaient souvent persécutés aient leur propre terre. Donc c'était ça, le sionisme. Et d'ailleurs, des Juifs eux-mêmes ont été contre ce mouvement à un moment donné parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de migrer en Palestine. Alors après, ça, c'est quand Israël est encore un projet. Quand Israël devient un État, être antisioniste, là, commence à devenir, et au fil des années, une critique de l'État, une critique de la politique israélienne. Alors que l'antisémitisme, c'est tout à fait autre chose. On est aussi au 19e, l'origine du terme est aussi au 19e, c'est même plus tôt dans l'histoire. Et là, on a un penseur, c'est un homme qui réfléchissait aux langues, qui était un historien des langues, Maurice Steinschneider, et c'est lui qui a créé pour la première fois l'expression préjugé antisémite. C'était à ce moment-là quelque chose que lui-même avait vécu. On lui avait interdit certaines universités, on lui avait interdit certains emplois. Donc c'est intéressant de revenir à l'origine du phénomène antisémite par cela. C'est-à-dire il y a à un moment donné, en Europe, une volonté chez certains de faire une frontière vraiment symbolique forte entre l'identité juive de l'Europe et l'identité chrétienne. Alors là, Adeline, c'est là qu'on retombe on revient à la question des mots, essentiellement, parce que c'est intéressant de voir que lorsque, c'est un peu plus tard, on est au début du XXe, à ce moment-là, il y a, pour revenir sur cette question du mot sémitique, les chercheurs en linguistique ont repris ce terme-là pour opposer les langues comme l'hébreu, comme l'akkadien, comme le syriaque, les langues moyen-orientales, l'arabe. Ils les ont réunis en langue sémite, en disant que là, il y avait une différence radicale, une frontière radicale de langue, pas nécessairement bien sûr de valeur, mais de langue avec les langues dites indo-européennes. Donc symboliquement, quelque chose s'est créé dans notre histoire. Certains linguistes remettent en cause cette chose, mais en fait, il est réel qu'il y a des systèmes de langue qui sont différents. Et alors, c'est tout à fait amusant, c'est là-dessus que je finirai. Ça, c'est dans l'objectivité du langage, pas du tout dans la politique. Pourquoi avoir repris le mot sémite pour nommer ces langues moyen-orientales? En fait, c'est en référence à l'un des fils de Noé, qui était Sem, qui s'appelait Sem, et qui portait quelque chose du sens, parce que ce fils, en hébreu, Sem, c'est aussi le nom qui se perpétue, c'est le symbolique qui continue. Donc, pas du tout dans les débat actuel géopolitique, ce qu'on peut dire, Adeline, là, j'oserais une petite déduction. Si on suit cette histoire du langage, en fait, antisémite, ça voudrait dire être anti-sème, anti-sens. C'est de là que vient aussi sémiologue, votre métier, alors? Alors là, c'est tout à fait intéressant parce que la sémantique, oui, le sème, la sémantique, etc., c'est dans la langue grecque, mais... Oui. Quand on dit qu'il y a une frontière, moi, personnellement, et vous voyez, vous qui êtes oral, c'est le même mot. Un dernier mot, Béatrice Belley. Normalement, le débat commence demain dans l'hémicycle pour un vote prévu le 5 mai. Vous allez voter contre, le MoDem apparemment aussi, c'est ça? Anne Genetet, vous dites que ça va passer?
Je ne sais pas si ça va passer, en tout cas j'appelle à ce qu'il y ait un débat. Le sujet est suffisamment important et suffisamment reconnu par les Français. On a des sondages qui nous montrent que 80% des Français au moins demandent que la lutte contre l'antisémitisme soit renforcée et que nos concitoyens de confession juive puissent être mieux protégés. Il y a une demande, donc il faut que le débat puisse avoir lieu. Moi j'en appelle à ce qu'on puisse en débattre. Je trouve que c'était intéressant la distinction antisionisme, antisémitisme, parce que je trouve que ce texte, justement, remélange les sujets en faisant de la lutte contre l'antisémitisme et qu'on évoque la question de l'État, et derrière l'État, on comprend la question d'Israël. Et moi, je trouve que ça veut assimiler les personnes françaises de confession juive à la question d'Israël. Et ça me dérange parce que c'est comme s'ils avaient une double allégeance qui était par nature. On a des concitoyens de confession juive, ils sont pleinement français. Ne les lions pas à la question de l'État d'Israël, dont le gouvernement actuel, je ne partage pas du tout, et même je condamne sa politique qu'il fait actuellement, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, ou même au Liban. Et donc je trouve que ce mélange est même contre-productif pour nos concitoyens de confession. Permettez-moi juste d'ajouter un point, parce que c'est important sur ce texte qui est vraiment un tout petit mot, parce qu'on touche à la fin. L'apologie, celui qui appellerait à la destruction de l'État de Palestine, que la République française reconnaît aujourd'hui dans le cadre du droit international, serait également condamné. Concerné par là. Béatrice Belley, votre dernier mot. Du coup, ça voudrait dire peut-être que M. Trump ne pourrait pas mettre les pieds par ailleurs en France, parce qu'il me semble qu'il y a moins d'une semaine, il a appelé, 2 semaines, il a appelé à la destruction de la civilisation iranienne. Bon, mais passons, j'espère. Non, mais très sincèrement, je crois qu'il va falloir reprendre des principes républicains, nous ressaisir aussi sur l'arrêt de la brutalisation sur un certain nombre de sujets. Ce qui se passe est en train de diviser sur pourtant des sujets sur lesquels nous sommes unanimes. Nous les disons autrement. Eh bien, puisque nous sommes dans une assemblée, que notre rôle est de débattre, débattons. Mais arrêtons de nous accuser mutuellement d'avoir des intentions parce que nous avons une critique sur le fonctionnement politique d'un État, parce que nous critiquons ce que Madame a très bien qualifié, un mouvement politique. En l'occurrence, le sionisme est un mouvement, historiquement, est un mouvement politique, n'est pas une politique internationale. Donc, faisons preuve d'intelligence. Je pense que les Françaises et les Français vous regardent. Oui, nous regardent et ont besoin que nous fassions preuve d'intelligence et pas de la binarité qui conduit aux brutalités auxquelles nous sommes confrontés. Et j'apporte à nouveau tout mon soutien à tous mes camarades qui feront le choix peut-être de voter, mais j'apporte mon soutien aussi à tous mes amis et tous mes camarades pour le de débat, confession juive aujourd'hui. Rendez-vous demain après-midi dans l'hémicycle pour ce débat que l'on souhaite tous. Très digne. Sans motion de rejet pour qu'on puisse débattre. Merci à tous les trois. Restez là tout de suite, c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale et c'est Marco Pommier qui nous rejoint. Marco, d'abord une question ce soir. Bonsoir. Faut-il rendre imprescriptibles tous les crimes commis sur les mineurs ? La réponse est oui, selon le rapport d'une mission d'information parlementaire menée par 3 députés, Perrine Goulet du MoDem, Arnaud Bonnet des écologistes et Alexandra Martin de la droite républicaine. Après 6 mois de travaux et une vingtaine d'auditions, ils ont défendu cet après-midi en conférence de presse l'imprescriptibilité pour tous les crimes sur mineurs et pas seulement les crimes sexuels comme envisagé au départ. Perrine Goulet s'en est expliquée. Tous les crimes commis contre les enfants portent atteinte à leur intégrité et méritent à ce titre d'être reconnus et jugés avec la même exigence de justice. Nous devons avoir une société qui dit aux enfants « Je t'entends, je te crois, je te protège et je vais condamner ceux qui t'ont fait du mal sans possibilité d'oubli pour ton auteur ». Une proposition de loi a été déposée la semaine dernière. Objectif, l'examiner début juin lors d'une semaine transpartisane. Cette mesure, elle était réclamée de longue date par les associations de protection de l'enfance, mais elle ne fait pas l'unanimité parmi les spécialistes du droit, car au bout de X années, de nombreuses affaires pourraient être classées sans suite, faute de preuves disponibles. Pour les rapporteurs, cette mesure, c'est avant tout pour les victimes. Beaucoup de victimes ne peuvent parler que bien plus tard, parfois des décennies après les faits. C'est pourquoi la question de l'imprescriptibilité est bien sûr le cœur de notre réflexion. C'est un enjeu de reconnaissance. Reconnaissance du traumatisme, reconnaissance du parcours des victimes, reconnaissance de leurs droits à la justice, quel que soit le moment où elles trouvent la force de parler.
Et je précise qu'aujourd'hui, dans le droit français, l'imprescriptibilité concerne uniquement les crimes contre l'humanité. On poursuit avec la mobilisation de la gauche contre le cadmium, ce métal lourd auquel on avait consacré d'ailleurs un numéro de Chaque Voix Compte il n'y a pas très longtemps. Une bombe sanitaire, ce sont les mots utilisés hier par Clémentine Autain et Benoît Biteau, 3 semaines après l'alerte lancée par l'ANSES sur la surexposition des Français au cadmium. On regarde un peu différemment notre bout de pain, nos pâtes, nos légumes, nos pommes de terre et pour vous, le chocolat. Benoît Biteau appelle à voter rapidement sa proposition de loi. Objectif, plafonner le taux de cadmium dans les engrais phosphatés utilisés en agriculture. Le texte, il est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée la semaine du 11 mai, mais c'est en 7e position. Pour Benoît Biteau, c'est clair, ça laisse aucune chance à la proposition de loi d'être débattue. Avec Clémentine Autain, ils appellent donc les Français à faire pression en signant une pétition qui dépasse tout juste les 1200 signatures ce soir. Objectif, faire en sorte que le texte soit examiné début juin et en meilleure position. De son côté, la France Insoumise a proposé hier en conférence de presse une commission d'enquête sur le cadmium. C'est un scandale national selon l'Insoumise Anne Stambach. Donc on suivra ça de très près. Merci beaucoup Marco, merci d'être venu ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Merci Mariette et Olivier. Merci. Chaque Voix Compte revient demain en direct à 19h30. L'émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. Passez une excellente soirée sur la 8. À demain.